Tout le monde pense que le dropshipping, c'est quelque chose qui coûte pas cher ou qui est Ah accessible. oui, moi le premier. Alors que pas du tout. Je veux être riche, très bien. Tu peux faire 1 million, tu peux faire 10 millions, tu peux faire 100 millions. Il n'y a personne qui t'en empêche. L'objectif, c'est justement d'aller dépenser le maximum. Parce qu'on veut, sous 12 mois, passer le million de chiffre d'affaires sur une boutique e-commerce. On n'a rien sans rien. Ok. Déjà, il faut partir de là. À partir du moment où quelqu'un va être dans un mindset, il veut absolument dépenser le moins possible, on n'est déjà pas en phase avec le client. Bien sûr. Tout le monde pense qu'être riche ou devenir riche, ça se fait du jour au lendemain, alors qu'au final, c'est quelque chose qui demande énormément d'échecs. Il y a des entreprises qui existent depuis 200 ans et elles sont toujours en place. Bon, je me suis peut-être planté et je devrais peut-être m'inspirer de ce que telle ou telle personne fait. Alors, Laura, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses que mon business offre à ses clients? Comment tu l'expliquerais le plus simplement possible? Alors, le plus simplement possible, je dirais que mon business, c'est une agence social ads qui est spécialisée en référencement et en marketing. Et en gros, si je devais un peu le dire de façon très simple, ça serait de dire qu'on fait des campagnes sur mesure sur Google et Meta pour apparaître en premier et booster la visibilité des entreprises. Moi, je vais en profiter pour faire un petit peu la différence entre pourquoi choisir Google ou Meta. On parle dans les notions marketing du push et du pull marketing. Sur le push marketing, on va être dans une notion de pousser du contenu. Et donc, ça va être quelque chose qu'on va diffuser de manière générale sur les plateformes type Instagram, Facebook, TikTok. Et on va vouloir créer de la demande là où il y en a pas forcément. Alors que sur Google, on va être dans une notion de pull marketing. Attirer du trafic existant vers nos propres annonces et vers notre propre site. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Google et Meta. Ces deux manières de voir et ces deux logiques qui sont complètement différentes, mais qui sont vraiment complémentaires. La prochaine question que je vais avoir, en quoi ton métier de créateur de contenu et de vidéaste / photographe a un intérêt? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça de ta perspective à toi? Je pense que je suis l'un des derniers maillons de la chaîne qui va essayer de matérialiser tout ça, les idées créatives. Je bosse en collaboration avec Laura qui est ici présente et toute l'équipe où je suis très content de bosser avec eux. Et moi, en fait, j'interviens pour remettre ce qu'il y a sur le papier en lumière et en tant que photo, vidéo, donc faire des veilles sur ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux et sous forme de plein de formats sur YouTube, sur Instagram, sur Meta, sur TikTok. C'est sûr que les différentes plateformes ne sont pas les mêmes. TikTok, c'est un peu plus agressif, poster plus régulièrement. Instagram, c'est un peu plus léché, un peu plus sexy, on va dire. C'est des choses qui vont catcher pour nous ramener sur des longs formats qui peuvent être comme sur de la publicité, du mailing et sur YouTube. Donc moi, je dirais que je suis la personne qui matérialise tout ça et qui vous fait de la pub, comme sur TF1 ou comme sur France 2 ou comme sur la télé. Sur les plateformes, on va être en concurrence avec toutes les personnes qui font du contenu. Pas seulement les personnes qui sont dans notre niche, mais avec toutes les personnes qui font du contenu. Et on est en train d'essayer de pousser un service ou un produit, de vendre, alors que les personnes sont souvent là pour se divertir. Avoir un contenu vraiment pointu qui comprend les algorithmes et aussi les utilisateurs qui sont sur les plateformes, c'est vraiment primordial. Quand on fait appel à un photographe ou vidéaste ou un créateur de contenu, pas forcément penser à image professionnelle, il faut penser à la réflexion stratégique qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de contenu que Jody peut faire parfois à l'iPhone, parce qu'on va vouloir créer un rendu authentique et organique. Et selon le besoin, on peut adapter la manière dont on va vouloir finaliser en fait le contenu en lui-même. Maintenant, j'ai envie de reposer cette même question à toi, Laura, pour avoir ton point de vue qui va être un peu plus technique au niveau de la réflexion marketing, parce que Jody va être plus dans l'opérationnel et toi, tu vas être souvent dans la partie réflexion. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet, tout simplement? Alors moi, du coup, je suis directrice artistique. Globalement, mon travail, c'est de faire passer des messages, les rendre beaux, mais tout en faisant en sorte que la publicité ne ressemble pas vraiment à de la publicité. Le but, comme tu disais, c'est que ça soit le plus organique et le plus authentique possible, tout en répondant à des messages et à des problématiques que les utilisateurs peuvent avoir. Donc, on a du coup la partie stratégique, ensuite on a la partie design et ensuite on a la partie réalisation. Dans cette partie stratégique, on va avoir plusieurs étapes, notamment la réflexion sur les objections, les pain points, sur les problématiques clients, sur les solutions, ce que vraiment l'utilisateur va pouvoir ressentir, et on va vraiment utiliser tout ça pour pouvoir construire vraiment notre message et notre copywriting pour pouvoir avoir un message qui touche en plein cœur littéralement l'utilisateur. Va venir
essayer de faire prendre conscience aux personnes. Par exemple, nous, notre agence Social Ads est importante pour eux, pour leur visibilité, pour qu'ils soient rentables, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, et que ça passe par et de la stratégie, et de la direction artistique, et en même temps par de la création de contenu. Mais donc du coup, voilà, on a un panel de compétences qui sont diverses et variées, qu'on met au service vraiment de l'utilisateur pour qu'il se sente entendu, compris et vu, finalement. Ouais. Je rebondis un peu par rapport à ça. Il y a notamment le boulot des créatifs stratégistes aussi qu'on a en interne, qui vont justement respecter le cadre que la direction artistique va mettre et qui vont eux aussi analyser ce qui se fait sur le marché, sur les concurrents, sur les trends pour pouvoir créer du contenu non seulement qui va être cohérent avec la marque de notre client, avec les attentes de la niche, mais aussi avec ce qui fonctionne actuellement sur les différentes plateformes. C'est hyper important d'avoir une veille continuelle des tendances, une recherche et une étude produit du marché et de l'audience et une analyse très pointue. Donc ça devient quelque chose qui est primordial quand on va vouloir scaler sur Meta. Par exemple, nous, on le voit très bien sur le côté agence, on va vouloir faire de la génération de leads, que sur la partie e-commerce, où là, on va avoir 100% besoin des créatifs sur Meta pour pouvoir scaler. Et donc, il y a énormément de manières de faire ça. Il y a des itérations à aller chercher, de nouveaux angles, de nouvelles offres. Il y a une infinité, en fait, de possibilités par rapport aux créatives qu'on va pouvoir tester. C'est important aussi pour nous, sur un secteur qui est quand même assez nouveau et récent, d'avoir un travail d'éducation sur nos cibles. Parce que des fois, on a des clients qui vont être des clients qui ont un énorme potentiel dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Ils vont être là, ils vont faire du 30 000 € par mois et ils vont penser qu'ils ont déjà un business stable. Alors que nous, l'objectif, c'est vraiment d'à 12 mois maximum sur un projet, par exemple e-commerce qui a du potentiel, d'être au minimum à 100 000 € par mois. Parce qu'on veut, sous 12 mois, passer le million de chiffre d'affaires sur une boutique e-commerce. Parce qu'encore une fois, 1 million de chiffre d'affaires, 100 000 € par mois, c'est à peu près 4 000 € par jour de chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 1 000 € de dépenses quotidiennes. Ces 1 000 € là, ça peut être 1 000 € qu'on va dépenser sur une seule publicité, ou alors sur 2 publicités, ou alors sur 3 ou 4. Mais ça reste relativement un petit nombre de créatives gagnantes à trouver qui résonnent avec notre audience, qui ont une bonne offre et qui nous permettent derrière d'aller chercher des journées facilement à 4 000 € par jour. On arrive très vite aux 120 000 € mensuels et beaucoup plus dès lors qu'on a un système en place de réflexion stratégique et d'opérationnel pour augmenter le nombre de créas qu'on va pouvoir tester sur notre produit. L'important dans le fait de travailler avec une agence, par exemple, comme Mon Business, c'est d'avoir tous ces éléments qui se connectent les uns aux autres pour avoir non seulement la partie réflexion stratégique, mais aussi la partie opérationnelle qui nous permet d'aller vraiment chercher nos objectifs, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des profils qui peuvent être différents. Qu'on aborde un petit peu les côtés un peu où les clients ils se posent des questions. Moi, demain, tu me dis, on met 1 000 €, 2 000 € de publicité, de ads, j'ai un peu peur. Tu comprends que c'est de l'argent que je dois sortir de ma trésor. Toi, tu me dis qu'on va arriver à faire des leads ou on va arriver à vendre des choses dans l'e-com, par exemple. Comment tu peux me dire que demain, je dois sortir ça? Moi, ça me fait peur. En fait, là, on part dans un autre débat. Pas sur un débat technique, on parle pas d'un débat marketing, on parle d'un débat de mindset, là. Le premier truc que tu dis, c'est « j'ai peur ». Ouais. Donc, la première chose à faire pour nous, en tant qu'agence, c'est de rassurer les clients potentiels sur notre capacité à y arriver. Et donc ça, on peut le faire. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ça fait plus de 6 ans qu'on a pignon sur rue. Okay. On tape le nom de nos sociétés, elles sont visibles. On regarde les fiches Trustpilot, il y a des vrais avis. Et ça, depuis des années. Nous, on a l'expérience et on peut en parler. La meilleure façon de savoir si quelqu'un sait ce qu'il dit, c'est de l'écouter, de vérifier de quoi il parle et de pouvoir se faire sa propre opinion sur ses compétences et sa capacité. Que ce soit sur la partie social media ou sur la partie media buying maintenant, les équipes grandissent de mois en mois, d'année en année. Et à côté de ça, comme dit, on a lancé aussi nos propres marques e-commerce. Ok, donc vous, déjà en interne, vous testez les choses pour vos clients. C'est dans cette logique et dans cette réflexion-là. Il va falloir répondre à la peur par la confiance. Globalement, si tu vois ta réussite comme une dépense et pas comme un investissement, et je te rejoins qui est plutôt dans le mindset,
Si à un moment donné, tu as envie de réussir aujourd'hui et de mettre vraiment de l'argent dans ton entreprise et de te donner les moyens de, par exemple, être visible, être rentable, atteindre tes objectifs, tu devrais pas justement avoir cette peur et penser que te faire aider par des experts dans le domaine, c'est une dépense. C'est justement un investissement sur ton futur et sur ton succès. Bien sûr, tu as tout dit en fait. C'est vraiment investir sur soi-même et se donner les moyens. On n'a rien sans rien. Ok. Donc, déjà, il faut partir de là. À partir du moment où quelqu'un va être dans un mindset, il veut absolument dépenser le moins possible, on n'est déjà pas en phase avec le Bien client. sûr. Et toi, ça t'est déjà arrivé de refuser des offres comme ça? Bien sûr. Et en fait, ça, il faut vraiment comprendre que dans la logique publicité en ligne, l'objectif, c'est justement d'aller dépenser le maximum. Mhm. Parce que si tu dépenses 10 000 euros par mois, par exemple, potentiellement, tu vas faire que 30 ou 40. Mais si tu dépenses 100, potentiellement, tu vas faire 300 ou 400. Si tu dépenses 1 million, potentiellement, tu vas aussi en faire beaucoup plus. Ouais, je comprends. On veut être en capacité de dépenser le plus possible. C'est pour ça qu'il nous faut un grand nombre de créatives et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Pour te donner une réponse un peu plus concrète, si on enlève le côté peur à ton énoncé et qu'on me dit, bon, j'ai que 2 000 euros par exemple pour tester un produit ou un service. C'est deux choses différentes parce que le produit, il a un coût. Il y a un coût de stock, il y a un coût de production, il y a un coût de shipping, il y a des coûts de chargeback, il y a des coûts de customer service, il y a les coûts publicitaires, etc. Donc il y a beaucoup de coûts là-dessus. Par contre, le service, c'est quelque chose en général où tu mets à disposition tes compétences. Aller cramer un peu de budget pour voir quelle est la traction sur les plateformes, que ce soit Meta ou Google selon ton secteur, c'est un prérequis pour savoir un petit peu quels pourraient être les objectifs pour toi. Et en fait, là, le but, ça va être de dire quoi ? Disons que tu te lances dans du service. Ça va être de mettre en place une première campagne et de te dire, OK, je vais essayer d'aller chercher 10 leads, si possible 100, mais je vais en chercher minimum 10, parce que sur 10 leads, tu as un panel déjà de nombre d'opportunités qui, normalement, si tu es bon, doivent te permettre de convertir un premier client. Okay. La logique, ça va être de décomposer. Est-ce que en dépensant 1 000 euros et en ayant 10 leads et en faisant une vente, j'arrive à être rentable ? Donc, est-ce que mon service, je le vends à plus de 1 000 euros, par exemple ? Bien sûr. Donc, si c'est le cas, tu peux te le permettre. Si ce n'est pas le cas, il faut que ton acquisition elle devienne meilleure. Au lieu d'avoir 10 leads pour 1 000 euros, il faut que tu en aies peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40, peut-être 50. Mais en gros, il faut que tu arrives à calculer justement ton coût par lead cible pour pouvoir définir ensuite le prix de ton produit, pour définir ensuite le budget que tu peux allouer à ton acquisition. Et de cette manière-là, tu commences un petit peu à apprendre ce métier et ce secteur. Tu peux prendre la température, en fait. Ok, d'accord. Là, je te parle d'e-commerce, mais de manière générale, les gens ont tendance à parler de dropshipping. Oui. Tout le monde pense que le dropshipping, c'est quelque chose qui coûte pas cher ou qui est accessible. Moi, le premier. Alors que pas du tout. C'est quelque chose de très accessible. Tu as besoin de très peu pour essayer. Donc, la barrière à l'entrée au niveau de l'essai, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut aller se créer un compte sur Shopify, créer une boutique, 3 mois d'essai pour 1 euro et essayer. Mais si tu essayes de cette manière-là et que tu crées ta boutique, tu la crées toi-même sans expérience, sans aucun designer, sans aucun développeur et tu prends un template de base. Tu fais tes propres créas toi-même sans aucune idée de ce que tu fais. Tu les lances en organique sur Instagram ou sur Facebook. Tu fais 3 vues. Tu n'auras jamais de vente en fait. Donc la barrière, elle est open à tout le monde. Mais le fait d'obtenir des résultats, ça coûte de l'argent. Différent. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'investissement et ça coûte surtout des connaissances et des compétences. Ce secteur-là, il est très, très gourmand en cash flow. Donc, tu as besoin en fait, de commencer avec de l'argent. Que tu le fasses en dropshipping, que tu le fasses en marque directement. Mais avec des budgets, par exemple, à 1 000 ou 2 000 euros, c'est compliqué de faire un business. Si tu as toutes les compétences et qu'on te dit, vas-y... tu sais faire, je te donne juste 2 000 euros. Avec 2 000 euros, tu peux faire des choses. Bien sûr. Faire beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas les compétences, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Bien sûr. Donc, il faut faire un choix. À partir du moment où tu es formé, que ce soit sur la lead generation ou sur l'e-com, les phrases que je vais te dire là, dont on parle, elles vont résonner avec toi. Tu vas te reconnaître là-dedans. Donc, tu vas dire, la personne, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle est déjà passée par là. Bien sûr. Et à ce moment-là, c'est là où nous, on a envie de rencontrer des clients qui sont un peu plus avancés, qui se confrontent à d'autres problématiques. J'ai une question. Let's go. Si tu avais un client qui arrive demain et qui te dit « j'ai envie d'être visible, rentable, j'ai envie d'être riche », qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
conseil. Tout le monde a envie d'être riche et c'est la phrase que je vois généralement dans tous les podcasts. Tout le monde en parle de comment devenir riche, etc. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus pour que vraiment une entreprise puisse vraiment scaler avec des objectifs qui sont réalistes et atteignables sans processus bullshit? Alors, sans bavure. Honnêtement, là, cette question, pour moi, elle est assez simple. Il faut juste définir c'est quoi être riche. Être riche, c'est tout simplement être en capacité d'économiser de l'argent, on va dire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout payé, il te reste de l'argent. Tant que tu n'es pas en flux tendu, normalement, tu es en bonne situation. Le business, c'est un petit peu pareil. Tout le monde pense qu'être riche ou devenir riche, ça se fait du jour au lendemain et de rectiligne. Alors qu'au final, c'est quelque chose qui demande énormément d'échecs. Et de l'investissement. Et de l'investissement. Mais pas que de l'investissement en argent. Mais en effet, l'argent, ça appelle l'argent. Pouvoir contrôler tes coûts, savoir vers où tu vas, gravir les étapes une par une et garder chaque euro que tu peux pour le réinvestir dans ton business. Donc, il faut vraiment se dire, OK, je veux être riche, très bien. Tu peux faire 1 million, tu peux faire 10 millions, tu peux faire 100 millions. Il n'y a personne qui t'en empêche. De 10 000 euros par mois à 100 millions sans passer, en fait, chaque étape que tu dois maîtriser et que tu dois dépasser. On dit « Every new level has its new devil ». Donc, à chaque nouveau niveau, tu vas devoir combattre un nouveau monstre. Et ça, c'est réel dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut être sûr que tu veux y aller, il faut être sûr que tu vas y arriver, mais il faut être conscient que tu vas avoir des combats à mener. Parce que comme dans le sport ou dans la musculation, par exemple, c'est l'échec qui fait grandir. Et ça, il faut vraiment faire la paix avec ça quand tu es dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui est le plus difficile. Mais ce qui est bien aussi dans ce secteur, que ce soit au niveau de l'e-com ou de la lead gen, c'est que tu testes tellement tous les jours de nouvelles créas, par exemple, qui fail, que tu fais la paix avec l'échec. Et après, tu apprends avec l'optimisation, l'expérience, à grappiller des pourcentages de conversion. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va devenir excellent au fur et à mesure, grâce à l'expérience, de quelqu'un qui va rester lambda et qui va être dans le standard. Est-ce que tu peux répondre à quelques questions dynamiques tu réponds en 2 ou 3 mots? Vas-y. Team lead. Patience. Media buying. Trading. Dropshipping. Merde. Formation e-commerce. Une étape à passer. Quels sont le sens de la famille dans ces business-là? Je dirais famille. L'héritage au sens large, par le biais du business ou par le biais du travail, de manière générale, montrer l'exemple, et c'est ça un petit peu l'héritage aussi, quoi. Tout le monde vous le dira. Avec le temps, on s'ennuie des choses, où on pense qu'on a fait le maximum, alors que c'est pas vrai. Mais on a tendance à toujours vouloir faire autre chose. Ouais. On sait que tu es parti à Barcelone. Est-ce que tu penses que pour toi, ça a été une bonne ville pour te lancer? Comment tu vois un peu ce rapport avec où tu habites? Tu penses que ça joue beaucoup ou pas? Je pense qu'il y a eu du positif et du négatif, dans le sens où être à l'étranger, tu as une qualité de vie qui est meilleure. Donc au niveau personnel, c'est plaisant. Par contre, au niveau professionnel, tu as un pool de talents un peu plus difficile à recruter qu'en France. En France, tu as accès à beaucoup plus de candidats, donc forcément, c'est plus simple. Dans la situation dans laquelle je suis, à Barcelone, il y a quand même énormément de Français. Ouais. Et donc, tu as quand même cette opportunité de trouver des talents. Ça s'est équilibré, on va dire. Ok, il y a un peu plus de soleil, un peu plus de plage. Ouais. Si tu devais là recréer un business de zéro, toi tu dirais que c'est quoi les 3 piliers essentiels auxquels il faut penser pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale avec un grand E? Au niveau projet en lui-même, le premier, je parlerai de Product Market Fit. Donc vraiment être sûr qu'il y a une demande pour ce qu'on va vouloir vendre, aussi bien au niveau du service qu'au niveau d'un produit. Ça va être la première des choses. Ensuite, le TAM, taux adressable de marché. C'est-à-dire combien il y a de clients potentiels sur le marché que je vais vouloir cibler. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut durer énormément de temps. Il y a des entreprises qui existent depuis 200 ans et elles sont toujours en place. Et en fait, quand tu commences ta boîte, il faut être dans cette logique, je pense, de se dire, OK, je la crée pas pour qu'elle s'arrête jamais. Et je vais toujours essayer de l'améliorer, etc., etc. Parce que si tu es là à cibler un marché d'une ville en France et que tu peux pas étendre ça, par exemple, à d'autres villes, puis à l'international, t'as pas énormément de potentiel. Après, le troisième, ça serait la marge. Où je me dirais, OK, il faut absolument que mon produit il ait minimum 80-90% de marge, quoi. Ouais, OK. Mais là, tout à l'heure, tu disais, créer une société pour que ça dure le plus longtemps possible. Est-ce que tu penses qu'il y a des red flags ou des leviers pour te dire, non, ça, mec, c'est pas fait pour toi, arrête tout de suite? Et surtout, la question, c'est est-ce que il vaut mieux continuer et persévérer
ou arrêter quand on voit que là, ça devient un peu trop compliqué. Quand on voit qu'on n'a plus de maison, qu'on n'a plus de voiture. Quand tu as tout vendu et que ton business, il marche pas. Non, franchement, moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que je pense vraiment que les plus gros changements peuvent arriver au moment où t'es sur le point de tout perdre. Mais persister dans quelque chose qui ne fonctionne pas, non. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question, il faut pivoter, il faut savoir pivoter, il faut être agile. Et se faire accompagner, du coup, quand ça va pas. Et c'est vachement important de se faire accompagner parce qu'en fait, quand on est tellement la tête dans le guidon et qu'on a mis tout notre cœur dans un projet, c'est compliqué des fois de prendre du recul et d'être autocritique par rapport à la situation. Bon, je me suis peut-être planté et je devrais peut-être m'inspirer de ce que telle ou telle personne fait. Ne pas se faire accompagner quand tu es entrepreneur, pour moi, je le vois un peu comme les clients, et on en a eu, qui ont des brandings qui ne fonctionnent pas parce qu'ils les ont fait eux-mêmes. Tu es tellement attaché à ce truc de « Ah, mais je l'ai fait moi-même » et que tu viens justement avec un objectif de les rendre encore plus visibles, d'avoir une stratégie qui fonctionne mieux. C'est difficile pour eux déjà de se faire accompagner parce qu'il y a la notion aussi d'ego. Quand tu te fais accompagner, en fait, tu prends une vision extérieure avec des personnes qui ont de l'expertise et qui sont pas là pour te saboter, qui sont là pour justement faire passer ton business à un niveau supérieur. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce recul là aussi. Il y en a qui ont des mauvaises expériences avec d'autres agences, par exemple, qui sont tombés avec des charlatans. Je dirais que, comme en amour, par exemple, c'est pas parce que ta première relation, elle s'est mal passée que tu vas te dire je me plus jamais je vais être amoureux. Bah non. Et faire des croix sur ces différents types de personnes. Voilà. En fait, c'est de l'expérience et ça permet aussi de savoir ce qu'on veut plus. Ce qu'on veut, mais ce qu'on veut plus non plus. C'est un peu compliqué d'éradiquer leurs idées qui sont déjà ancrées, alors qu'en fait, factuellement, si vous avez besoin de changer d'avis, juste bosser avec nous. Ouais, mais ça, c'est un peu le jeu des réseaux, tu sais. C'est ça, et puis ça reste une question de mindset et de clients avec qui on veut pas travailler. Bien sûr. Déjà, c'est des gens, ils ont même pas de business. Quoi que tu feras, de toute manière, tu ne pourras pas changer leur avis parce qu'ils ont décidé que ton entreprise à toi serait... Ils projettent leur propre peur, en fait, et leurs propres freins mentaux à eux. Ils se mettent eux-mêmes dans des cases et ils peuvent pas se dire que nous, ce qu'on dit ou ce qu'on fait, c'est réel parce que sinon, ça les met en porte-à-faux par rapport à leurs échecs à eux. Et ça les met en face de leurs vrais problèmes, en fait. Quelles sont les choses que tu vas mettre en place, Nous, on est arrivé aussi depuis 2 ans à un stade où les sociétés se sont stabilisées en termes de chiffre d'affaires. Le principal move que j'ai fait, là, c'est des recrutements sur des profils beaucoup plus seniors. Comme on le recommande à nos clients, nous aussi, on a besoin de se faire accompagner et on a besoin de se faire accompagner par des profils de plus en plus expérimentés pour aller toujours plus loin. Donc ça, c'est vraiment mon focus actuellement. Il y a également les marques e-commerce sur lesquelles on va pouvoir être public prochainement parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour pas pouvoir se faire copier. Et j'en suis très impatient parce que habituellement, je suis plus sur des rôles stratégiques, organisationnels, opérationnels. Et là, je vais pouvoir enfin un peu plus me concentrer sur l'aspect créatif, ce que j'aime beaucoup. Et pour les marques en question, j'ai beaucoup d'idées sur ce que je veux faire, comment je veux le faire. J'ai toujours envie aussi de profiter aussi bien au niveau perso qu'avec les équipes, organiser des événements. Avec le temps qui passe, on fasse en sorte que le temps compte parce que je me rends bien compte qu'il passe très vite et que les années défilent et on les voit pas. C'est la séquence émotion. On les voit pas passer. Est-ce que tu peux nous teaser, un petit truc que tu devrais faire pour les équipes? Déjà, il va être en mode directeur artistique, donc il va prendre ta place, Laura. Je crois qu'il faut que tu postules ailleurs. Hein. J'apprends maintenant que je suis virée, en fait. Il y a en direct, les gars. Il y a beaucoup de projets, donc on a besoin d'aide. On a encore besoin de toi. Je veux organiser une retraite, on va dire. Pas spirituelle, mais un petit événement où on partirait tous ensemble pour profiter dans un beau cadre d'un temps de formation et d'un temps de team building, mais au soleil, quoi. Est-ce qu'on a le droit de faire une petite boîte et on donne nos idées pour partir? Non, mais parce que sinon, je mets les Maldives. Oui. On peut faire un beau brainstorm dans ce genre de lieu. Écoute, de toute façon, tu vas faire partie intégrante de l'équipe organisatrice. Donc, un autre élément de teasing, en fait, une des marques qu'on va sortir, c'est une marque sur laquelle j'ai travaillé déjà en 2015 pour vous dire que les choses peuvent prendre beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine. Et cette marque-là, ça va être une marque de vêtements, Machi Machi, papa, enfant. Elle va s'appeler Romimi. Donc, si vous voulez aller suivre sur Instagram, c'est ROMIMI, en référence à mon petit Romimi. Je voulais habiller mon fils comme moi. Je trouvais pas les vêtements qui me convenaient.
parler. Et du Donc il s'est dit, il a créé une marque. Du coup, j'en fais une marque. Et franchement, je pense qu'on va faire quelque chose de très, 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 très stylé. Donc, n'hésitez pas à On te follow. le souhaite. Et puis, gracias. Gracias. Merci Gaëtan pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à Dans vous. ton emploi du temps qui est très serré. Merci pour vos interventions, pour vos questions et puis pour tout. Merci Gaëtan.